Je vais raconter une anecdote sur ce sujet qui est très drôle. Tu étais encore chez Depardieu. Oui. Moi, j'étais parti de Price et on avait un dossier. C'était sur une session. On me donne le protocole. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. Mais je me rends compte que les avocats de la partie adverse, c'est Depardieu. Là, je me dis, merde. C'est Depardieu, Julien avec moi dans la boucle, et là, pas de chance, chez Depardieu, le côté fiscal, boum, arrive sur le bureau de Julien. En fait, le samedi, donc moi je produis, on travaille avec Alix sur le dossier, sur le contrat, donc pour la partie A, on va dire. Et le lundi matin, j'arrive à mon bureau et à 10h, le contrat arrive sur la table, mais partie B. Je devais intervenir. Donc là, on s'est quand même posé la question de se dire est-ce qu'on dit quelque chose. Mais bon, ça a duré 2 secondes parce qu'on s'est dit tout de suite non, c'est pas possible. Oui, non, mais alors moi. Là, c'était pas possible. Non, mais moi j'ai pas pris le dossier par contre. Moi à ce moment-là, je suis allé voir mon associé. Oui. Voilà. Bien entendu, tu veux pas. On m'a rapporté, parce qu'ils ne sont jamais venus m'en parler. Et j'ai de plusieurs sources sûres. Donc si ils voient cette vidéo et ils nient, je sais de plusieurs sources sûres et certaines que ça a provoqué des remous, de l'énervement et de l'agacement, et qu'ils ont même fouillé pour voir quelle était ma structure juridique, qu'est-ce que j'avais fait précisément, etc. Est-ce que j'avais anticipé. Parce que tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire Donc, que les gens peuvent faire ça. Exactement. Sauf que bon, la conclusion, si tu veux, de tout ça, au final, au bout de quelques jours, c'est quand même, je pense, mais j'étais pas dans toutes les discussions, on m'a rapporté certaines choses, mais pas toutes, mais c'est... Bon bah, en fait, il a le droit. Il a le droit, mais si tu veux, la conclusion, du coup, c'était aussi un peu, on va lui donner plein de taf, comme ça, il va être débordé, et puis son avancement, maintenant, ça va être très compliqué pour lui. Donc ça, on m'a rapporté ça, du coup, le lendemain, je vais poser madame, je dis, je me casse. Salut les gars, je suis très content de vous avoir. Salut Louis. Alors, Oui. j'ai aujourd'hui avec moi les 2 fondateurs de Rise Avocat, un jeune cabinet en fiscalité immobilière, donc une niche qui est assez intéressante. Vous avez tous les deux des beaux parcours au sein de belles structures, mais vous avez décidé de vous lancer à 2. Ça me fait plaisir de vous avoir pour 2 raisons. Déjà parce que vous avez été client chez nous et on vous a fait quelque chose de magnifique, mais c'est aussi grâce à vous, vous avez été hyper exigeant. Et aujourd'hui, franchement, on est fiers de ce projet. Donc ça nous revient parce que les gens disent « Oh, magnifique le site de Rise », c'est nous qui l'avons fait. Et vous, derrière, j'espère que ça va vous servir pour développer la structure. Mais aussi parce que on avait déjeuné avec Alix, on a quand même pas mal discuté lors de nos échanges, lors de nos visios de travail, etc. C'est que vous êtes lancé à 2, vous avez une organisation que j'ai trouvée très smart, aussi bien dans le choix de votre niche, aussi bien dans la manière dont vous avez structuré les choses. Et ça me semblait intéressant pour beaucoup d'avocats de vous écouter et de savoir comment vous avez structuré ce lancement à 2. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à se lancer en duo avec un ancien confrère ou avec un de ses amis. Et donc, votre histoire va intéresser tous ceux qui hésitent, qui sont un peu dans les couloirs de leur cab à se dire « Tiens, vas-y, je me lancerai bien avec un tel ». Et donc, l'idée, c'est de se faire un petit récap de ce lancement, de vos objectifs aussi, parce que pour voir ce qui va se passer dans quelques années, peut-être qu'on refera un épisode déjà dans 3 ans et qu'on se programmera, mais à mon sens, vous avez la bonne recette pour que ça cartonne. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, et après j'ai plein de questions pour qu'on développe sur tout ça. Je vous écoute, comme vous voulez pour ceux qui commencent. Donc Julien Benoît, avocat. Moi j'ai rencontré Alix il y a à peu près maintenant un peu plus presque 5 ans chez Price. Donc j'étais en stage de fin de Master 2, je fais un Master en droit fiscal des affaires. Et Alix, lui, ça fait déjà un moment qu'il était collaborateur là-bas, donc au service financier du pôle fiscal, en fait, c'est de l'équipe fiscale de la société d'avocats de chez Price. Et directement, en fait, moi j'étais mis dans des dossiers de fiscalité immobilière et j'ai été chez Price pendant globalement 2 ans. Et à l'issue donc de cette expérience, je suis passé chez Depardieu, Brocam FI, donc dans l'équipe de fiscalité immobilière également, pendant environ 2 ans, donc dans l'équipe d'Emmanuel Chauve et Alexandre Bestel. Donc moi, tout mon parcours, en fait, depuis que je suis sorti de la fac, ça a été de la fiscalité immobilière. Donc d'abord avec Alix qui m'a formé, en fait, et puis ensuite chez Depardieu, où là, vraiment, c'est l'équipe de référence globalement sur Paris. Magnifique, je t'écoute. Et moi, c'était un peu moins linéaire. Grosso modo, j'ai commencé chez Price aussi, ça devait être en 2015. J'ai fait quelques années chez Price, j'en ai eu marre, je suis parti dans les cabinets français. J'en ai eu marre, je suis retourné chez Price. J'en ai eu remarre, je suis retourné dans un gros cabinet fiscaliste à Neuilly, qui était CMS Francis Lefebvre. J'en ai eu marre, je suis retourné chez Price. Et là, j'en ai eu marre.
mais je me suis dit, on va pas retourner dans les cabinets parce que visiblement, la position de collab, ça me convient pas. Donc là, je me suis dit, il faut que je lance mon cabinet. Il faut que je lance mon cabinet, mais ça, on va en parler après dans le détail. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est clair. Donc on a, avec Julien, mis en œuvre toute une stratégie pour que ça se fasse en douceur et pas trop dans la violence. Voilà un peu le teaser. Trop bien. Ça. Est-ce que vous saviez justement, tous les deux, que vous vouliez entreprendre dans ce métier, ou lorsque vous êtes devenu avocat, vous aviez cette vision plutôt de collaborateur, entre guillemets, avocat un peu salarié, où je change mon temps contre de l'argent et tout simplement, vous voyez dans un cabinet et pas forcément entreprendre dans la profession? Je te laisse. Alors, en fait, moi, j'avais pas du tout cette fibre entrepreneuriale. Je suis arrivé à Paris, j'avais plutôt en tête d'être dans les gros cabinets. Et c'est en fait quand j'ai été mis dos au mur, que j'avais pas d'autre issue, que j'ai envisagé cette voie-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il s'est passé ce qui arrive à beaucoup de collaborateurs dans les gros cabinets, c'est que vous montez en expérience, vous arrivez à 8-9 ans, et donc là, vous êtes aux fameuses portes de l'association. Enfin, portes de l'association. Vous êtes au dernier grade dans ces cabinets avant l'association. Donc là, il se passe, vous avez 3-4 choix. Premier choix, vous attendez, vous prenez votre petit ticket, et vous attendez un nombre indéterminé d'années pour passer associé. Avec un processus qui est complètement aléatoire. Ils pourront vous dire tout l'inverse, en fait, c'est complètement aléatoire, ça dépend c'est multifactoriel, ça dépend pas du tout de ton efficacité, non, c'est pas du tout ça, ça dépend, c'est conjoncturel, c'est vraiment, c'est aléatoire. Donc ça, c'est scénario 1. Ça, moi, je l'ai exclu tout de suite parce que j'avais pas envie d'attendre 10 ans, parce que maintenant, dans ces cabinets-là, les mecs, ils passent associés, et les femmes aussi, à 40 ans, tu vois. Moi, j'avais, quand on a monté le cap, là, j'avais 32 ans. J'avais pas à attendre 8 ans, voire plus, pour passer associé, c'était inenvisageable. Deuxième option, tu pars en entreprise. Ça m'excitait pas du tout. C'était pas mon truc. Ça n'était pas mon truc. Troisième option, tu pars faire des crêpes en Bretagne. Tu lâches tout. Ou faire autre chose, j'en sais option, rien. hein, C'est une option. Moi, j'en connais plein qui vont faire ça, faire des trucs de fromagerie, j'en sais rien. Enfin, il y a plein d'options possibles et ça peut être très bien. Et quatrième option, tu lances ton cap. Ouais. Et donc moi j'ai choisi la quatrième option parce que la première option ne me convenait pas, la deuxième non plus, la troisième non plus, donc j'étais dos au mur en fait. Donc si tu veux, c'est ce choix qui s'est imposé à moi. C'est pas moi qui me suis dit non, moi j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise, de monter un cabinet. Non, ça s'est imposé à moi. J'avais pas du tout cette vision-là quand je me suis lancé. D'ailleurs, je pense que j'étais un peu perdu. J'avais pas une vision vraiment pratique de ma carrière. Donc voilà, j'ai eu ce choix et donc j'ai eu cette absence de choix qui m'a poussé à faire ça. Moi c'est complètement différent en fait. Je pense que pour le coup moi j'ai vraiment une fibre entrepreneuriale. J'ai un goût du risque assez élevé et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une opportunité à un moment donné et je me suis dit est-ce que j'y vais pas. Et pour le coup moi Alix c'est la personne qui m'a formé, j'ai entière confiance en ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire, et donc moi depuis le début je sais que ça c'est quelque chose qui peut marcher. Et donc c'était plus ce côté fibre entrepreneuriale qui a pris le dessus. C'était pas vraiment un choix parce que moi en soi j'avais le choix de rester chez Depardieu, bien au chaud, qui est le meilleur cabinet en fiscalité immobilière à Paris. Et en tout cas d'essayer de faire ce qu'Alix expliquait au début, c'est-à-dire rester dans le cabinet en attendant de monter chaque année, de prendre un peu plus d'expérience et de monter sur les dossiers et puis à la fin d'espérer devenir associé. C'était un choix qui aurait pu être le mien et qui en réalité je pense à mon âge j'aurais été plus confortable parce que j'étais dans une position de junior où on n'est pas non plus exposé à 100% sur les dossiers. On a toujours le confort d'avoir non seulement l'associé mais d'autres personnes, les counsels derrière, même les collaborateurs plus expérimentés. Et donc moi c'était vraiment une opportunité quoi. Et j'ai décidé de la prendre parce que je pense que en plus, il y a 30 ans en arrière, ça aurait sûrement pas été mon choix, mais aujourd'hui, je pense que ça peut être un vrai virage pour certains, et puis sûrement qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui y pensent aujourd'hui. Mais voilà, je pense que moi j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver dans cette situation, et puis j'ai décidé d'y aller. Après, on expliquerait un peu plus en détail comment ça a pris forme et tout, mais ça s'est fait petit à petit. En fait. Ma question, c'est comment vous vous êtes trouvés tous les deux, pourquoi vous n'êtes pas lancés solo. Alix, tu aurais pu te lancer solo au bout et toi attendre quelques années avant de te lancer en ayant une pleine confiance et peut-être en ayant un petit peu de clientèle perso supplémentaire. Comment ça s'est fait que j'imagine vous avez peut-être une petite histoire, quelque chose où parce qu'il faut aller le trouver la personne, il faut oser dire est-ce que tu vas te lancer avec moi?
déjà, effectivement, pour être associé, c'est quand même très délicat. Tu as tout un tas d'enjeux, de mésententes, il y a des considérations financières, etc. Donc il faut avoir une parfaite confiance en la personne avec laquelle tu t'associes. Moi, l'avantage que j'avais avec Julien, c'est qu'on a bossé ensemble des centaines et des centaines d'heures sur des dossiers chez Price, jusqu'à des heures improbables, dans des conditions parfois très stressantes. Donc si tu veux, en plus on était l'un à côté de l'autre, 12 heures par jour chez Price. Donc concrètement, on savait comment bosser ensemble et Julien, il sait comment entre guillemets, me gérer. Donc voilà, là-dessus, les choses étaient claires. Après, sur le fait de ne pas se lancer seul, moi tout de suite, j'avais pas pour ambition de monter une petite boutique un peu généraliste de fiscalité pour avoir une vie pépère. Moi, venant d'un milieu, Price, où je traitais des gros clients, des grosses transactions, tout ça, moi je voulais garder quand même cet aspect-là. Ce qui est pas possible exactement, parce que les volumétries de dossiers font que tu les as pas quand tu te lances comme ça. Mais en tout cas, j'avais conscience que tout seul, c'était pas possible de créer une boutique de référence qui monterait dans les années. Il fallait s'équiper, il fallait avec des gens qui avaient des beaux CV, qui avaient des belles compétences techniques, il fallait se mettre à plusieurs. Et c'est même pour ça que voilà, on en parlait tout à l'heure, 2 c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir être 3, 4, 5, 6, 7 à terme peut-être pour arriver au résultat qui est attendu, c'est devenir une des boutiques de référence en fiscalité IMO sur la place parisienne. Voilà. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Je saurais pas mieux dire. Peut-être une petite anecdote, mais vraiment le premier dossier qu'on a eu ensemble, en fait, on l'a entre guillemets sourcé ensemble parce que c'était il y a un de mes contacts, mais vraiment quelqu'un de stagiaire dans une société de gestion, tu vois. Et fonds immobiliers. De fonds immobiliers. Cette personne-là a réussi en fait à déclencher un rendez-vous avec le président de la SGP, et donc on s'est rendu à 2 et on a réussi à choper le client comme ça. Donc, ce qui était inespéré à l'époque, parce qu'à l'époque on était à peine structuré. Ça c'était pas au début de Race. C'était avant Race. Parce qu'en gros ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2024, moi je fais le point sur ma vie, je me dis ok, là faut que je me bouge le cul, concrètement, ça va pas, je vais pas rester dans cette situation à l'époque chez Price, je supportais plus ma position, donc si je me lance. Voilà. Tu vois, 1er janvier je me lance. 0 client, 0 chiffre d'affaires. Rien, que dalle. Donc voilà, je commence à m'exciter, m'agiter dans tous les sens. Et là, boum, première opportunité qui tombe, celle-ci. Et donc là, on y va tous les deux. Mais si tu veux, c'était quand même un gros client. Et on n'était pas structuré juridiquement, on n'avait pas encore de structure juridique, on n'avait pas de marque, on n'avait rien. Donc on y allait un peu à poil, si je puis dire. Et on a eu le rendez-vous, ça s'est très bien passé. Et depuis, on travaille encore avec eux. On travaille encore avec eux, on est sur leur transac, etc. Et puis après, c'est la pierre fondatrice, quoi. Je pense que oui, la pierre fondatrice. Ouais. Et puis après, ça fait boule de neige, parce qu'après, tu as un déclic aussi. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est possible. Est-ce que vous en parliez? Par exemple, vous étiez dans les bureaux, vous disiez, putain, c'est fin de journée, putain, j'en peux plus, vas-y, viens, on monte notre boutique. Mais pour déconner, jusqu'au jour où il y en a un qui dit, bon, viens, on le fait pour de vrai. Non, pas trop comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment moi qui est tout seul dans mon coin, dit je me lance, et j'ai appelé Julien, je crois que je t'avais appelé. J'avais commencé à t'en parler. Peut-être qu'au début, je voulais que Julien travaille avec moi peut-être sur certains dossiers. Puis après, les choses sont faites très naturellement. Puis l'idée a germé. Et puis au bout, tu vois, là, je te parle de l'idée. Donc c'est janvier 2024. Je pense qu'en mars-avril, c'était acté. On allait lancer un cap tous les deux, tu vois. Et quand même, il faut rappeler qu'à cette époque-là, si toi, t'étais pas à 100% à cette époque-là. Non, moi j'étais chez Price collab full. Donc en fait, c'est ça. C'était en parallèle. Il n'y a pas eu de rupture brutale entre collaboration cabinet. Ouais. En fait, tout s'est fait progressivement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, en fait, effectivement, il n'y a pas eu un soir où ça a été clac, terminé. Mais non, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que donc, premier dossier, après il y a d'autres dossiers qui sont arrivés, le truc a commencé à prendre petite ampleur. Moi, je suis resté chez Price pour l'instant. Comme je t'expliquais, moi je venais d'avoir 2 enfants, etc. à ce moment-là. Ouais, tu pouvais pas te lancer comme ça. C'était vraiment le crédit IMO, les 2 enfants, etc. Donc c'était vraiment, en réalité, c'était le pire moment pour me lancer. Il n'y avait pas de pire moment. C'était le pire moment. Preuve qu'on peut se lancer quand on veut. Mais j'avais pas le choix. Et donc, il fallait faire les choses de manière extrêmement intelligente, de manière posée et de manière très réfléchie. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est je reste chez Price, je fais ce qu'on me demande, je me tais maintenant, je me plains plus. Je fais profil bas et je fais mon truc à côté. Ce que j'avais parfaitement le droit de faire d'un point de vue juridique, puisque j'étais collaborateur libéral. Mais bon, ce qui est en pratique, en fait, dans ces cabinets-là, tu as très peu de personnes qui font du perso, voire quasiment personne, pour le dire très clairement. Donc je faisais mon truc à côté discrètement. Et petit à petit, ça montait, avec l'idée de me dire un jour, ok, quand ce sera suffisant, je partirai.
je partirai avant Julien en éclaireur, tout seul. Et Julien me rejoindra quand ça aura encore pris plus d'ampleur pour vraiment être à temps plein tous les deux. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça a effectivement pris de l'ampleur. Donc là, jusqu'en été 2024, ça partait bien. À partir de la rentrée 2024, il commençait à y avoir pas mal de dossiers. Ouais, et là, je commençais à être en enfer. Je commençais à être en enfer, gérer les dossiers de Price. Alors Price, ça avait une super qualité, par contre, il faut reconnaître. C'est qu'il y avait quasiment du full télétravail, tu vois. Donc, et ça, faut admettre que quand tu veux développer ton perso, c'est très propice au développement du perso. Alors, à mon avis, à leur corps défendeur, mais c'est très propice au perso, donc ça, c'est génial. Ce qui, pour moi, au début, était un point négatif. Parce qu'en fait, moi, j'aimais bien aller au bureau, voir tout le monde, travailler en équipe. Là, je l'ai pris comme une opportunité. Je me suis dit, mais ça, c'est génial. Alors, en fait, c'est un trésor, c'est une valeur incroyable. Certes, je suis un peu moins payé que dans des gros cabinets, mais ça c'est une valeur incroyable, juste ce que tu peux faire à côté. Donc ça, je m'en suis servi à 100%. Et donc là, automne 2024, je commence à être complètement débordé, ça commence à être l'enfer. Et donc là, j'aurais dû démissionner, mais j'ai pas démissionné tout de suite parce que j'avais un peu peur d'appuyer sur la gâchette. Ouais, et puis parce que peut-être bêtement, mais on avait une espèce de feuille de route qui était tracée, puis je sais pas, on avait fixé une date, pour à la fois se fixer des objectifs et puis agir en conséquence. Et donc la date de démission, c'était pas là encore. Voilà, on n'y était pas encore, on y était presque, mais pas encore. Et encore. Du coup, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai forcé le destin. Je me suis fait un peu harakiri. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait un petit deal, un beau deal. Et on avait. Et la question s'était posée avec les confrères qui intervenaient sur la transaction côté corporate M&A, de publier dans une revue juridique le fait qu'on était intervenu. Et moi, je savais très bien, j'avais très bien anticipé le point. Parce que tu sais, c'était qui ? C'était LJA. C'était la publication LJA, Bidule est intervenu sur telle transaction, machin. Et je savais qu'en le faisant chez Price, ça passerait moyen, tu vois. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je me suis dit, je me mets à découvert et à mon avis, ça va partir en couille. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Alors, c'est beaucoup plus ambigu. Parce que les gens ne savaient pas que tu développais en parallèle. Non, rien. Ils avaient rien vu. Alors, je me suis dit, putain, je me suis trouvé très fort. Je me suis trouvé très fort parce que personne n'avait rien vu. Mais tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est très bien. C'est-à-dire que je faisais mon travail correctement de collaborateur pour lequel j'étais payé et je faisais à côté mon activité perso. Alors certes, dans le cadre d'une structure juridique, etc. Mais tout ça est autorisé, complètement autorisé. Donc il y avait pas de problème de ce point de vue-là. C'est le principe d'être avocat. Et pas de problème de ce point de vue-là. Donc j'ai fait ça sur le truc. On n'avait pas mis Julien. Parce que, bon, déjà, parce que pour le coup, toi, t'avais bossé dessus, mais pareil, il fallait pas. Moi. On a tout co-traité en réalité, sauf peut-être des 3 petits trucs, mais moi, j'avais pas la volonté de me faire virer, tu vois. Pour le coup, c'est la conscience. Après, ça se trouve, ça aurait peut-être pas été le cas. Non. Dans le doute, je pense prendre le risque, c'est inutile, quoi. Moi, ce qui s'est passé, c'est une provocation quand même. Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que apparemment, le soir où c'était publié le dimanche soir, tout de suite, c'est remonté apparemment à, je sais pas, quel chef à plume chez PwC. Et on m'a rapporté, parce qu'ils ne sont jamais venus m'en parler, mais j'ai de plusieurs sources sûres. Donc si ils voient cette vidéo et ils nient, je sais de plusieurs sources sûres et certaines que ça a provoqué des remous, de l'énervement et de l'agacement, et qu'ils ont même fouillé pour voir quelle était ma structure juridique, qu'est-ce que j'avais fait précisément, etc. Ce que j'avais anticipé. Parce que tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire que les gens peuvent faire ça. Exactement. Sauf que bon, la conclusion, si tu veux, de tout ça, au final, au bout de quelques jours, c'est quand même, je pense, mais j'étais pas dans toutes les discussions, on m'a rapporté certaines choses, mais pas toutes, mais c'est, en fait, il a le droit, mais si tu veux, la conclusion, du coup, c'était aussi un peu, on va lui donner plein de taf, comme ça, il va être débordé, et puis son avancement, maintenant, ça va être très compliqué pour lui, tu vois. Donc ça, on m'a rapporté ça, du coup, le lendemain, je vais poser madame, je dis, je me casse, voilà. Et puis, je suis dû retourner 2 fois au bureau après préavis et terminé. Donc, si tu veux, j'ai dû me faire harakiri, comme je disais, pour forcer le destin parce que j'arrivais pas à aller. Ça a bien marché. Parce que vous avez été tous les deux en sous-marin. Toi, Julien, c'était pareil. Tu as bossé du coup en sous-marin. Tu as dû vivre un enfer jusqu'à être tranquille. Moi, c'était différent quand même parce que moi, je pouvais travailler avec Alix sans être en front. C'est-à-dire que Alix faisait les calls, etc. Et moi, je produisais, mais il n'y avait pas exactement le même enjeu. Donc moi, ma priorité, évidemment, c'était de rester discret, parce que ça sert à rien. C'était différent, parce que toi, ta priorité, c'était Depardieu. C'est ça. En fait, moi, c'était pas Price. Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, ma priorité, ça restait le cabinet pour lequel j'étais collaborateur, parce que
c'était quand même un cabinet très exigeant et il fallait pas se moquer d'eux. Donc, Tu travailles le soir entre 22 et minuit et le week-end, quoi. Voilà, exactement. Et puis même au-delà de ça, moi je continuais à acquérir de l'expérience chez Depardieu et c'est aussi pour ça que j'y étais. Ce qui est très bien, Donc, c'est sage. C'est ça. Donc il y avait vraiment il y avait deux chemins en fait différents et au bout d'un moment c'était plus possible parce que le volume devenait trop important et c'est là que j'ai moi pris ma démission. Donc en fait il y a tous ces stades progressifs. Est-ce que vous pensez, mais alors c'est peut-être utopique, hein, que si vous étiez allé voir les associés en leur expliquant le projet, vous auriez été viré, ou vous auriez été pas viré, mais entre guillemets mis de côté rapidement, ou ça aurait peut-être fluidifié les choses pour garder, parce que ce qui est con un petit peu entre guillemets, c'est que bon, vous allez être une forme de concurrence, mais souvent ça arrive que certains cabinets sous-traitent en fait à leurs anciens collaborateurs. Vous, c'était inenvisageable. En fait, si Price, si j'étais allé voir pour leur dire ça, en fait, ils n'auraient pas compris. compris. Enfin, en fait, c'est même pas qu'ils auraient été énervés, ou ils se seraient dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tes évaluations en juin prochain. Il faut que tu te penses à ton rating, ou mais tes heures chargeables. C'était ça le sujet. C'est le sujet. Si j'allais voir ça aurait pas d'ailleurs créé d'alarme particulière ou quelque chose. Je pense qu'ils n'auraient pas compris. Okay. C'est pas le mindset. Le mindset, là-bas, en fait, c'est un business model qui est complètement différent. Et je fais pas de jugement de valeur. Tu travailles pour des grands comptes étrangers, très principalement, en tout cas dans ma situation. Tu sous-traites pour des bureaux qui sont les bureaux américains et anglais, et tu travailles sur des gros deals. Et les associés n'ont, pour l'essentiel, pas de clientèle. En réalité, ils traitent la clientèle du réseau. Donc c'est plutôt des cadres, si tu veux, en réalité, si on est vraiment objectif. D'ailleurs, c'est très logique parce que vu les chiffres d'affaires qu'ils font, parce qu'ils font pour beaucoup des vrais chiffres d'affaires, si ce chiffre d'affaires était portable, ils seraient tous dans leur boutique à faire 3-4 millions de chiffre d'affaires solo. Donc en fait, c'est pas le même monde. C'est juste pas le même monde. Et c'est d'ailleurs moi ce qui a rendu très difficile au début les choses, c'est que c'est pas le même métier, c'est pas le même monde du tout. Ça fait plus penser à des cabinets de conseil. Ouais, c'est des cabinets de conseil qui sont dotés des structures d'avocats parce que pour des raisons en France juridiques, tu es obligé de passer par des avocats absolument pour faire du conseil et du contentieux. Mais Price, par exemple, aux US ou en Angleterre, je pense pas qu'il y ait de cabinet d'avocats. Ouais. Tu vois, okay. Donc c'est une spécificité française et de quelques autres pays européens. Mais voilà, donc si tu veux, c'est pas la mentalité. Les avocats sont collaborateurs libéraux, mais c'est pas pour leur laisser faire du perso. C'est pas ça l'idée. Je ne vais pas détailler le pourquoi du comment, mais c'est pas ça le sujet. Si on peut parler un peu de chiffres, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, vous arriviez à combien de chiffre d'affaires perso en parallèle de votre collab? Et selon vous surtout, à quel niveau il faut se dire c'est parti, on peut y aller? Si tu veux, déjà, la stratégie qu'on avait mis en œuvre, c'est on a créé une structure et chaque euro d'honoraires facturé était donc dans la structure et on dépensait 0. La touche. Enfin, en fait, on avait des dépenses, création de site internet ou des choses comme ça, mais on n'avait pas, on ne se versait 0. Ce qui rendait la chose encore plus dure parce que tu travailles comme un chien, mais tu sors rien. Enfin, tu sors rien de la boîte. Alors après, effectivement, ça a été une tirelire. C'était une tirelire. C'était la stratégie depuis le début et le chiffre d'affaires n'a fait que croître depuis le début avec des paliers justement parce que au tout départ, je sais pas, mais partie de 0 en fait, donc. 0 et puis ensuite ça en fonction des mois, en fonction des dossiers et tout ça, c'était vraiment très fluctuant. Après quand toi Alix t'as en gros à la fin je faisais l'équivalent de 2 fois ma rétro chez Price. Voilà. Ah ouais quand même. Tu vois, donc en fait de façon qui devenait régulière. De façon régulière. Et donc si tu veux ça n'avait plus de sens parce que la réflexion à laquelle j'étais arrivé chez Price c'est ok, j'avais l'impression de me rassurer avec un revenu récurrent tous les mois, mais en fait la réalité économique de tout ça c'est que je perdais de l'argent. Parce que le temps que j'utilisais chez Price, en fait, ce temps, il a été beaucoup mieux valorisé si je développais pour moi, je facturais pour moi, pour le cabinet. Donc, en fait, je perdais de l'argent. Et ça s'est vérifié par la suite, en réalité. Ça s'est vérifié par la suite. Donc ouais, c'est quand même une certaine volumétrie d'honoraires qu'il faut faire. Mais surtout, c'est tout encaissé. Garder tout de côté. Et parce que quand tu commences, tu te lances, tu as 1 an devant toi de cash. C'est hyper rassurant. C'est rassurant. Du coup, tu prends pas n'importe quel dossier. Tu factures normalement les honoraires. Avec tes clients, ils sentent moins que tu as la dalle, entre guillemets. Donc, tout est mieux dans le développement. Tout est mieux. Donc, c'est pour ça, avoir ce matelas de cash, c'est essentiel. Et moi, je ne l'avais pas, je l'ai créé. Donc, c'est faisable. Trop bien. Non, mais c'est smart. Et comment, parce que
c'est toujours le mystère pour certains, c'est comment vous êtes allé chercher en parallèle alors à part ce premier client, comment vous êtes allé chercher des clients, qu'est-ce que vous avez un peu mis en place, qu'est-ce qui a marché pour vous? Pour le coup, là, c'est carrément toi qui as réussi à développer des bonnes relations. Là, c'est en fait moi si tu veux, je me suis beaucoup intéressé à la question du développement de clientèle et j'ai essayé de mettre ça sous équation au début. Je me suis dit, mais comment ça marche, tu vois, comme s'il y avait quelque chose de rationnel, une équation qui est une martingale. Il n'y en a pas, enfin, si ce n'est une qui est très simple, c'est que tu te lèves tous les matins en disant, je vais choper des clients et des dossiers. Voilà, tous les matins, je me lève, je me dis, c'est mon seul objectif. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais du coup? Du coup, tu rencontres plein de personnes. Enfin, c'est des trucs bêtes, hein, mais tu rencontres plein de confrères. Tu vas à des réunions professionnelles, tu vas à des dîners, tu vas à des déjeuners. Alors, sachant que nous, le développement est facile, entre guillemets, parce que comme on est une niche, IMO, moi je sais tout de suite qu'il faut aller. Qu'il faut aller voir. C'est marchand de biens, promoteur, société de gestion immobilier, notaire. Les notaires, on les adore. Mes confrères qui font du droit immobilier, les family office. Donc tu sais, je sais qui aller voir. Tu arrives comment tu pars les rencontrer, enfin, comment tu sais c'est vrai que pour dîners, le coup, la chance qu'on a quand même, c'est que par cette niche, les interlocuteurs sont clairs. Ouais, ça c'est vrai, c'est très vrai. C'est très simple de se poser, on l'a fait plusieurs fois, un dimanche ou une fin de journée, et de faire une liste en fait, tout simplement, parce que les acteurs de ce marché-là sont facilement identifiables. Et puis après, c'est par le biais des rencontres que tu fais qui t'amènent. Ça a été, je connais lui, qui connaît. Et puis après, tu secoues le truc et en fait, tu en recueilles très vite les fruits. Après, on a fait des très 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 belles rencontres. Je pense notamment à un family office géré par un certain Valentin Mathieu, à qui je fais coucou d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé au début parce qu'il nous a introduit auprès de très très beaux clients. Et ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Vous avez fait du pro bono, des choses comme ça pour justement avoir d'autres dossiers derrière ou pas du tout? Alors, pro bono, je dirais pas ça. Par contre, on a des approches très compétitives. C'est-à-dire, par exemple, que nous, il y a une composante qui est très forte chez nos clients, c'est que parfois ils s'intéressent à des transactions, et parfois ils les font pas. Et si tu veux, quand tu factures alors que la transaction ne se fait pas, c'est très problématique pour eux. Donc quand tu arrives et tu dis, moi je facture 0, si la transaction ne se fait pas, déjà là, ils te regardent, ils sont très intéressés. C'est basique, hein, mais ça marche très bien. Risque pour eux, c'est clair. Ensuite, on est très compétitif sur le montant des honoraires parce que on a des structures de charge. Hein. C'est logique. La structure, nous, c'est génial. On n'a pas ça montera malheureusement avec le temps, mais il faut. On se restreint sur les REM à fond. Ouais. Moi, je veux qu'on vive. Parfois, je parle vulgairement. Je dis, je veux qu'on vive comme des clodos. J'exagère, mais je veux qu'on vive modestement pour être sur le développement au maximum. C'est-à-dire réfléchir. Voilà, on pense qu'aux clients. Voilà. Pense qu'aux clients, développer le portefeuille client, développer la satisfaction client, travailler les missions. Pour mieux se payer dans 3 ans. Exactement. Ça, en fait, ce qui compte, c'est pas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, si on doit se faire des rêves normal de cabinet dans lequel on était, c'est pas un problème. Si tu veux, un sujet, oui. Mais le but, c'est pas ça. Enfin, juste, le but, c'est de tout mettre pour assurer une croissance rapide des prochaines années. Et puis, effectivement, les charges viendront et je pense qu'elles viendront même assez rapidement et il faut s'y préparer. Donc, quelles sont vos charges aujourd'hui? Vous avez des locaux? Oui, aujourd'hui c'est que dalle. Enfin, il y a les loyers. C'est que dalle. Je sais pas, elle doit payer 3 000 € de loyer au inclusif. T'as les outils digitaux, je sais pas si on arrive à 5 000 € par mois, c'est bien le bout du monde. Ouais, enfin 5 000 € par mois. Évidemment. Voilà. Mais oui, enfin. Et quand on a vraiment le jour 1, c'était pas 5 000 € par mois non plus. C'est venu progressivement. Au début, on avait vraiment compressé les charges. Par exemple, on était au truc du barreau de Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle. CDAP, je crois, le centre des affaires. Parce que le problème, quand tu as une structure, tu es obligé de la domicilier quelque part et tu peux pas être dans un truc de domiciliation classique. C'est une vraie contrainte pour les avec eux. Et donc, on était à ce truc du barreau de Paris. Et ce qui est merveilleux. Hein. Ce qui était trop bien, on payait 200 € par mois, tu vois. Et heureusement que ça existe pour ceux qui veulent se lancer, parce que c'était que pour avoir une adresse sur le cabis. Hein. Parce qu'on n'y a jamais foutu les pieds. Non, et puis eux, leur but, c'est que, de toute façon, je pense que leur but, c'est que tu n'y restes pas plus d'un an. Oui, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une clause dans le contrat qui te dit que si tu fais plus, mais je crois que c'est un chiffre qui est très très bas, plus de 20 000 € de chiffre d'affaires annuel. Ah oui, d'accord, ça va très vite. Ouais, donc c'est vraiment une boîte aux lettres, pour le dire clairement. Et puis ensuite, donc ça c'était pendant 1 an. Ensuite loyer, mais à part ça. Et en fait, on a pris des locaux assez vite, parce qu'on a pris des locaux avant même en fait que je démissionne de Price. Oui. Parce que moi, si tu veux, dans un monde parfait, j'avais cette ambition, mais qui était un peu folle.
mais qui était, et à mon avis, qui n'était pas pertinente. C'était je voulais pousser le truc de l'associé d'une structure et du collaborateur dans un gros cabinet, je voulais le pousser très loin, tu vois. Je voulais avoir mes locaux, je voulais même avoir des collabs. Je voulais vraiment pousser. En fait, je voulais montrer l'incohérence, tu veux, du système, d'une certaine manière. Mais bon, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse. Mais non, mais si j'avais pas eu d'enfant, je pense que ça aurait été jouable, tu vois. Ça aurait été jouable, j'aurais pu travailler le week-end, j'aurais pu trouver un schéma. Mais parce que je trouvais ça marrant, si tu veux, de monter le truc vraiment très très loin, de pousser, de voir l'absurdité de ce système. Mais bon, j'ai pas pu aller aussi loin, je me suis arrêté juste aux locaux parce que ça devenait plus gérable. Très bien. Et là, aujourd'hui, tu parlais de passer à 3, 4, 6, 7. Vous envisagez des recrutements, tu m'as dit, pour 2026. Ouais. Vous envisagez aussi Est-ce que, du coup, de fait d'avoir vécu ce processus d'association qui, à tes yeux, n'est pas pertinent, et d'ailleurs, je suis assez d'accord, attendre l'association je sais pas s'il est pas pertinent, tu vois. En tout cas, moi, il me correspondait pas. En tout cas, il est pas adapté pour des audacieux. Il y a des gens, je peux te dire, ils sont très contents d'attendre 10 ans dans un petit confort avec. Tu vois, il y en a qui vous avez réfléchi à ça? C'est-à-dire, demain, les futurs stagiaires, collaborateurs, vous êtes déjà dans cette dynamique de se dire, je serais ouvert à l'association au sein de mon cabinet, ou j'imagine que oui, mais est-ce que vous voulez créer quelque chose de sympa, un peu différent, un autre business, ils monteront et puis ils prendront un ticket, ils attendront 10 ans. Non, honnêtement, moi, j'avais pas réfléchi. 1 million. J'avais pas réfléchi. Mais je pense que quand même le but, c'est pas de répliquer les cabinets qui existent déjà. C'est effectivement je pense qu'aujourd'hui, dans les petites boutiques, ce qui est réalisé n'est pas la même chose que ce qui est fait en Lawyer et chez PwC. Donc, oui, non, faudrait y réfléchir évidemment, mais c'est pas. Et là, vous recrutez du coup, plutôt vous êtes à la recherche de collaborateurs, ce qui n'est pas forcément facile pour une petite structure au début. Ah oui. Et pas des juniors. Moi, nous, ce dont on a besoin, c'est des gens qui ont déjà au moins 2-3 ans dans notre pays même. Ouais. Difficile à trouver ou je m'en rends pas compte? En fait, on les connaît déjà. On les connaît tous en fait. Parce que c'est tellement entre guillemets, pour des avocats en fiscalité qui font que de la fiscalité immobilière, je sais pas, à Paris, il y en a moins de 100, ça c'est sûr. Enfin, qui font que ça. Ouais. Donc on les connaît. Ou on connaît quelqu'un qui les connaît. Ouais. Et vous dites pas, je vais les former, Faudrait voir. Bah non, mais après, faut voir. Et puis, ça se trouve, personne ne voudra travailler de nous, tu vois. Enfin, on sait pas. Je pense que vous allez attirer parce qu'il y en a beaucoup qui sont, tu vois, la boutique, elle fonctionne bien déjà. Et tu vois, tu prends le pli, c'est con, mais tu parles de locaux. Vous payez pas non plus que dalle, donc à mon avis, c'est sympa là où vous bossez. Très sympa. Ouais, c'est sympa. Et vous êtes en coloc, entre guillemets. En fait, on partage les locaux avec le family office. Ok, génial. Et en réalité, les locaux sont magnifiques. Ouais, mais trop bien. Donc, ça fait toujours son petit effet avec les clients. Ouais, c'est clair. Et puis ça donne envie à d'autres de rejoindre. C'est une bonne chose. Ouais, non, mais clairement. Et je suis curieux de savoir, parce que vous faites de la fiscalité, j'imagine que vous avez quand même regardé un petit peu, même si vous êtes sur le limo, votre manière d'avoir structuré les choses. Est-ce que vous pouvez parler un peu des choix de statut que vous avez choisis? On parle beaucoup de choix de forme de société pour les avocats. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous, qu'est-ce que vous préconisez quand on est à deux comme ça? C'est pas quelque chose que vous avez poussé. Nous, ça a été très, entre guillemets, simpliste. En fait, nous, il y a un point très important, c'est que, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on avait besoin de créer une cash box pour accumuler du cash, pour être à l'aise le jour où on se lançait. Et on avait besoin, dans la mesure du possible, que le fisc ne soit pas passé par là avant pour prélever l'impôt sur les sociétés, ce qui nous aura amputé de 25% de nos bénéfices. Donc nous, ce qu'on a fait, alors c'est un peu technique, mais c'est très simple, c'est que j'ai créé en 2024 avec Julien la structure, ça devait être en mars ou en avril. Ouais. C'est une CELARL, soumise à l'impôt sur les sociétés. Et on l'a fait avoir un exercice très long jusqu'au 31/12, que c'est possible pour le premier exercice, 31/12/2025. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas encore clôturé ce premier exercice. On n'a même pas payé encore d'impôt sur les sociétés. Notre premier paiement d'impôt sur les sociétés, ce sera au mois de mai 2026. Donc en fait, déjà, une structure à l'impôt sur les sociétés, ça c'est une évidence totale, parce que si tu es sur une structure dite transparente fiscalement, tout ce que tu vas encaisser tous les mois, tu vas être taxé dessus, donc c'est pas jouable. Donc le perso, surtout, quand on commence à faire du perso dans cette optique, il faut absolument avoir une structure à l'IS. Parce que sinon, en plus vous serez en tranche, sur votre tranche marginale d'impôt, plus les cotisations sociales, vous allez vous faire bouffer la moitié de votre perso. Donc ça ne marche pas en fait, vous ne pouvez pas le faire. Donc impôt sur les sociétés, vous coffrez, vous faites un exercice qui soit le plus long possible, vous ouvrez la structure le 3 janvier de l'année, ça vous fera 2 ans quasiment, sans impôt. Et là, ça marche très bien, ça marche très très bien. Trop bien. Et après, nous on est en CELARL,
Ce qui marche, enfin ce qui pour nos besoins nous fonctionne très très bien. En gros, pour l'étape de lancement, c'était la meilleure, je pense, la meilleure stratégie. Après, elle se posera la question de la structuration, enfin en soi la structuration entre guillemets entre le pro et le perso, si tu veux toi-même investir des futurs profits, etc. Mais ce sera dans un deuxième temps. Mais je pense qu'effectivement Et je suis curieux du coup de savoir, vous qui faites de la fiscalité immobilière, pour un avocat, aller acheter ses locaux, est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez réfléchi à ça d'ailleurs? Pour moi c'est pas une question fiscale. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une question d'opportunité. Après, il y a les questions du montage, parce qu'il y a plein de possibilités. Mais oui, ça peut être une très bonne idée. Et il y a des montages pour les spécialistes de démembrement avec du fruit temporaire, par exemple, qui marchent très très bien et qui sont très, très optimales. Ouais. Au limite, il faut vous appeler là-dessus. Enfin, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez accompagner. On a déjà accompagné un confrère. Ça peut être un positionnement en plus. Mais pour le coup, et ce confrère-là, pour le coup, c'était, je pense, une bonne stratégie d'investissement pour lui parce que il avait énormément de liquidité et il n'aimait pas trop le risque. Okay. Et en fait, c'est devenu, c'était pour son activité évidemment. Donc, elle avait par ailleurs une partie de locaux qui était louée et tout ça. Enfin, tout ça était vraiment bien cadré et puis donc ça lui a permis de placer sa trésor, quoi. Mais sinon. Non, le problème des locaux, c'est que. Oui, c'est qu'ensuite tu veux monter au capital. Pour moi, il y a deux problèmes. C'est que, un, faut pas les mettre dans la structure d'exploitation parce que ça veut dire que si tu fais monter des gens au capital, il faut qu'ils payent l'entrée, donc les murs, ce qui peut être extrêmement problématique. Donc, toujours séparer, dans la mesure du possible, l'immobilier de la structure d'exploitation. Et le deuxième sujet, je ne sais plus le deuxième sujet, mais il y en avait un autre, ça va revenir. Une bonne. Non, mais le premier, déjà, c'est un point qui est essentiel. Vraiment. Et parce que c'est un vrai enjeu pour beaucoup, tu vois. Côté retraite, quoi. Tout à fait. Dans le deuxième sujet, c'est comment dimensionner les locaux. Parce que, en fait, tu peux les sous-dimensionner et là, t'es embêté. Ouais. Il vaut mieux prendre quelque chose de grand et louer aux copains. Ouais. Pour grandir tranquillement, parce qu'effectivement, demain. Si tu sous-dimensionnes et que tu as une croissance qui est très rapide, en fait, tu peux être embêté. Nous, c'était un vrai enjeu, tu vois. On a réfléchi. En fait, on s'est dit, dans un an, le truc est trop petit. Donc, en fait, on va le garder peut-être 7-8 ans. On est mort. Trop bien. Maintenant que vous êtes lancé, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui est un peu dans la même dynamique que vous, plutôt droit des AF, parce que par domaine d'intervention, ça change vraiment beaucoup, je trouve. Et les conseils ne sont pas du tout les mêmes et pas du tout adaptés en fonction de ce que vous faites. Mais qui veut commencer à mettre en place un peu le même schéma que vous, pas sur la même niche, mais je parle sur se lancer son cab, qu'est-ce que vous lui diriez de faire le plus rapidement possible et les choses les plus importantes qu'il faut comprendre? Si tu veux, non, je t'en prie, vas-y, commence. Déjà, c'est que tout est possible. Parce que moi, à titre personnel, j'avais des gros doutes. Venant des gros cabinets, il me semblait pas possible d'aller traiter de la belle clientèle en étant indépendant, alors qu'en fait, c'est tout à fait possible. Alors oui, il y a des deals auxquels on n'accédera jamais, parce qu'il y a des enjeux qui font qu'il faut des signatures, il y a beaucoup de transfrontaliers, donc il faut des gros cabinets internationaux, mais en fait, il y a le marché que je connais bien, qui est le marché de l'immobilier. En réalité, tu as 95% des dossiers qui sont atteignables. 95%, et encore, je suis même gentil, je pense que c'est plus que ça. Donc tout est possible, et surtout tout est possible en partant de zéro. Parce que moi je répète, j'avais 0 client. Aujourd'hui on a un portefeuille de clients, je ne sais pas de combien de clients on parle, mais je sais pas, il y en a plus de 50 clients récurrents par exemple, tu vois. Facile. Trop bien. Donc tout est possible, ça peut être même fait très rapidement, il faut juste y croire, et par contre il faut avoir une volonté de faire. Parce que pendant 2 ans, moi j'ai mis, et Julien aussi évidemment, on a mis notre vie entre parenthèses. C'est clair. Il des choses, il faut le dire. Mais j'ai aucun regret personnellement. Et toi, Julien? Non, si, moi je peux avoir une vision un peu différente sur peut-être l'aspect un peu plus jeune et cabinet moins international que Price, qui ont quand même des fonctionnements un peu plus différents. Enfin, surtout un cabinet comme Depardieu, c'est un cabinet en fait qui en soi fait la même taille que PwC, je pense, en termes de nombre d'avocats. Non, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros. Ouais. Bon, non, mais ça rejoint le point parce que très gros Depardieu. Depardieu, c'est environ 150 avocats. Et donc le fonctionnement des équipes, ça fonctionne par équipe et tout ça. Et moi, la grosse différence que j'ai remarquée entre Price et Depardieu, quand même, c'était la taille de l'équipe. Nous, on était 10, déjà, qui est une grosse équipe pour une équipe fiscale dans un cabinet de cet ordre-là.
Mais il y avait un aspect beaucoup plus chaleureux, on va dire, beaucoup plus maison, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, c'est un peu leur idée de dire que c'est une maison. Et donc, l'approche est un peu différente, je pense, parce qu'on se sent quand même beaucoup plus appartenir à l'équipe là. Et en tout cas, moi, si j'avais pas eu les opportunités là, je pense que je me donnais déjà beaucoup pour la collab que je faisais, mais je me serais donné vraiment encore plus. Mais je pense que ça n'empêche pas d'avoir des dossiers perso à côté, qu'il y ait une volonté de vraiment monter un cabinet ou simplement juste de prendre de l'expérience un peu tout seul sur des dossiers. Et pour le coup, ces cabinets-là, il peut y avoir peut-être dans certaines équipes des tabous à faire du perso ou pas de perso. En tout cas, à ce que l'associé soit au courant ou pas que tu fasses du perso. Mais moi, dans les discussions que j'ai eues avec mes associés quand je leur ai annoncé mon départ, pour le coup, le fait que je fasse du perso ou pas, ils en avaient... pour eux, c'était pas grave, c'était pas un sujet. Il y en a qui m'avaient... Ouais, vas-y, je vais raconter une anecdote sur ce sujet qui est très drôle. T'étais encore chez Depardieu. Oui. Moi, j'étais parti de Price et on avait un dossier. C'était sur une session et on me donne le protocole, enfin bref, je rentre pas dans les détails, mais je me rends compte que les avocats de la partie adverse, c'est Depardieu. Là je me dis merde, c'est Depardieu, Julien avec moi dans la boucle, et là, pas de chance, chez Depardieu, le côté fiscal, boum, arrive sur le bureau de Julien. En fait, le samedi, donc moi je produis, on travaille avec Alix sur le dossier, sur le contrat, sur le contrat. Donc pour la partie A, on va dire. Le lundi matin, j'arrive à mon bureau et à 10h, le contrat arrive sur la table. Mais partie B. Et je devais intervenir. Donc là, on s'est quand même posé la question de se dire est-ce qu'on dit quelque chose. Mais bon, ça a duré 2 secondes parce qu'on s'est dit tout de suite non, c'est pas possible. Oui, non, mais alors moi. Là, c'était pas possible. Non, mais moi j'ai pas pris le dossier par contre. Moi, à ce moment-là, je suis allé voir mon associé. Oui. Et je lui ai expliqué, parce que voilà. Bien entendu, mais tu veux pas. Non, mais tu te poses la question 2 secondes parce que la situation de Julien c'était délicat parce qu'en plus c'était plutôt un gros dos. Et si tu veux, dans leur esprit, je pense qu'ils auraient trouvé ça bizarre que tu sois tout seul sur ce dossier en fait. C'était pas vraiment un gros. C'était un gros. En fait, c'était un gros dos. En fait, la partie que conseillait Depardieu, c'était vraiment un gros client institutionnel. Enfin voilà. Et la partie qu'on conseillait, c'était pas un institutionnel, mais c'était une grande fortune. Une grande fortune. Et donc, si tu veux, moi, je suis allé voir mon associé, j'ai dit, mais en réalité, c'était pas si faux que ça, c'était pas tellement faux. Je suis arrivé et j'ai dit, j'interviens déjà sur le dossier pour l'autre partie, en face. Voilà, c'était un petit truc, bon, voilà. Il a dit, d'accord, tu te dessaisis et puis ça va bien se passer. Et sauf que toi, lui, il a cru que tu étais déjà de l'autre côté Depardieu. Il savait. En fait, c'était smart. C'est-à-dire qu'en fait, au moins, tu t'avais. Non, mais il fallait. En fait, voilà. Les choses tout de suite. On a désactivé le truc, ça servait à rien. Mais si tu veux, pas de chance, quoi. Ouais. Discret, dossier. Ils sont 10 fiscalistes. Le stress que t'as dû avoir sur le moment. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, oui. C'est génial. Oui. Après, moi, je me suis toujours dit. Sur un sujet de niche comme le vôtre, ça allait peut-être arriver assez rapidement. Enfin bon, il y a tellement de choses. Mais là, oui, t'as raison. Il faut pas de chance. Ouais. Mais là, vraiment pas de chance. Ouais, c'est vraiment pas de chance. Et puis c'était typiquement le genre de, le contrat, c'était typiquement le genre de contrat où ça se finit par un call entre les deux avocats pour s'accorder quoi. Donc là, clairement, c'était pas quoi, c'est pas faisable. Et pour finir sur une touche un peu toujours sur le développement et sur ce que vous envisagez, vous prévoyez un peu des méthodes de com un peu différentes. Vous continuez sur la dynamique que vous êtes actuellement. Je sais pas, je trouve que vous parlez bien tous les deux. Je vous verrais bien faire de la vidéo, etc. C'est peut-être pas adapté à la niche, j'en sais rien. Mais... Et qu'est-ce que vous envisagez là-dessus ? Moi, j'aimerais bien effectivement déjà beaucoup plus communiquer, que ce soit notamment sur LinkedIn déjà. J'ai pas des idées très claires sur la chose, mais en tout cas communiquer davantage. Le problème, c'est que là, en fait, il y a une telle augmentation d'activité depuis début septembre que là déjà on essaie de traiter les propals, traiter les dossiers, etc. Et en fait, on n'a pas le temps de communiquer comme j'aimerais qu'on le fasse. Moi, j'aimerais notamment me remettre à écrire un peu. Je suis pareil, en ce moment, pareil. Et j'ai pas le temps. Faudrait. Bon, après, je pense que en réalité, même si on a énormément de travail, etc., on a même un peu de mal vraiment à suivre comme on voudrait, mais voilà. Si on voulait vraiment trouver du temps, on le ferait. Je pense qu'on ferait une heure, etc. Mais c'est un chantier qu'il faut qu'on fasse. Vous allez débaucher
des collaborateurs. À mon Ouais, avis, espérons. Non, mais ça, c'est le projet. si vous arrivez à ce stade-là, c'est que C'est le projet de 2026. Là, il faut instaurer une certaine récurrence sur les niveaux de chiffres qu'on fait depuis la rentrée. On est Donc, plein, 5-6 mois, je pense. Et une fois qu'on a bien il faut consolidé tirer les cela, chiffres, mais... tu vois, et puis tu as de quoi te dire, j'ai sans problème de quoi payer mon collab pendant un certain nombre de temps. Ça te stresse pas. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Trop bien, bah merci messieurs. J'espère que ça va aider plein de gens qui sont dans la même situation il y a un an. Mais l'histoire, les anecdotes sont marrantes quand même. Donc je pense que ça va faire sourire, mais ça en dit beaucoup aussi sur certains cabinets qui ont du mal à comprendre le côté libéral de la profession, qui vraiment se délient, hein, franchement. Et puis tu vois, quand j'ai l'impression que finalement tes associés l'ont plutôt bien pris, que tu partes, ils ont compris. Ils ont été même très encourageants, toi, chez Depardieu. Franchement, oui, non, mais bon, franchement. C'est très bien, c'est-à-dire que vous restez en bon terme, mais potentiellement. Je suis parti en bon terme. Je suis parti en bon terme. Non, Toi, je suis pas parti en bon terme. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a les deux histoires. Et en fait, malheureusement, il y a une réalité Même que. si je précise que chez Price, j'ai beaucoup d'amis. Ouais, bien sûr. Des gens que je vois très fréquemment encore. Mais non, je suis pas parti en bon terme avec le management, dirons. Ok. Je pense que c'était aussi une période un peu de réorganisation interne. T'es en bon terme Dans avec le le management cabinet. de demain, du coup. ce qui est pas mal aussi. Non, mais c'est vrai. Oui, il y avait une période de réorganisation interne dans le cabinet. C'était un peu vraiment Oui. la période qui vous lâche aussi, je pense. Ok, trop Je bien. m'étalerai pas trop sur ces sujets. Bon, merci à tous les deux. Et puis, hâte de voir la suite. On se refait ça dans 4-5 ans quand vous êtes une dizaine, que ça cartonne. Ouais, allez. C'est parti. Merci Merci beaucoup, à vous. Louis. Merci, Louis.